Alors, on va entamer le dernier chapitre qui est les ondelettes discrètes. Les ondelettes discrètes, pour les enseigner, il faudrait peut-être l'équivalent de ce qu'on vient de faire déjà. Nous, ce qu'on va faire, on va faire brièvement le passage. Pourquoi l'ondelette discrète? Donc déjà, pourquoi l'ondelette continue, ensuite l'ondelette discrète, et puis donner les instruments de base pour pouvoir utiliser l'ondelette discrète, sans aller dans les détails les plus pointus, voilà, sans aller dans les détails les plus pointus. D'accord? Donc d'abord, nous, quand on analyse les signaux, pourquoi on faisait l'ATF? Parce que c'est des signaux qui ne sont pas toujours forcément stationnaires. Et comme on voulait avoir quelques informations sur leurs caractéristiques, on prenait des petits morceaux, ils étaient stationnaires. Et les caractéristiques qu'on cherche, c'est les caractéristiques, entre autres, donc statistiques, temporelles, spatiales et entre autres fréquentielles. Et pour faire l'ATF, je ne sais pas si on l'avait fait au semestre précédent, pour pouvoir calculer une TF, et je supposais qu'elle était unique pour une portion donnée, donc on le faisait par petits morceaux quand le signal n'était pas stationnaire, donc on prenait des petits morceaux et on calculait l'ATF. Mais rappelez-vous que quand vous calculez l'ATF, c'est une intégrale de w infini à plus l'infini, x de t, exponentielle moins 2 pi jft dt, ce qui fait qu'après, vous avez, quand on faisait notre tracé, je n'avais aucune localisation temporelle ou fréquentielle. Je vais mettre la notation. Je ne vais pas le faire parce que je vais expliquer à travers un exemple. Donc en fait, par exemple, on trouve que le spectre va de 20 kg à 30 kg, mais on ne sait pas, ce spectre-là, il correspond à quel instant exactement, puisque nous, on a pris une grande portion, on a analysé une durée d'observation, même si elle n'est pas grande, même si c'était sur 20 millisecondes, on va supposer que j'ai par exemple 200 valeurs, et j'ai aussi 200 valeurs au niveau de la TF, mais je ne sais pas qui correspond à quoi. Je ne peux pas me dire, tiens, cette partie de temps correspond plutôt à cette partie de fréquence. Donc, comme je ne peux pas le faire, alors la solution, c'est de faire quoi? C'est d'utiliser une transformée qui va en même temps vous donner et le contenu fréquentiel et le localiser en temps. C'est ce qu'on appelle des représentations temps-fréquence. Donc, c'est un mode de représentation où je pourrais localiser mon signal en temps et en fréquence. C'est-à-dire, je pourrais dire que ici, entre 2 et 3 secondes, eh bien, il occupe cette plage de fréquence. Entre 6 et 8 secondes, c'est plutôt cette plage. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous analysez le signal sur toute la durée. Donc, au départ, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, pourquoi ne pas faire une TF par morceau? C'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier fenêtrée. On dit aussi la transformée de Fourier à court terme, c'est-à-dire sur des petits instants. Ensuite est venue la transformée de Wigner-Wien, ensuite la transformée en ondelette. Bien sûr, chacune a des avantages et des inconvénients. Donc, ce que je n'ai pas à noter là tout de suite, je vais vous l'expliquer à travers l'exemple. Donc, si vous voulez appliquer la TF sur des petites fenêtres, donc qu'est-ce qui va se passer dans l'expression? Je vais mettre maintenant la notation. Dans l'expression de votre, rappelez-vous, donc c'est ce que je voulais écrire tout à l'heure, nous, quand on écrit la TF, alors habituellement, pas habituellement, l'expression de la TF ne change pas, c'est l'intégrale de x de t. Bon, parce qu'on a écrit ici taux, je vais écrire x de taux, exponentielle, moins 2 pi j f taux, d taux. Donc, en fait, moi, je prends tout le signal temporel, ça, c'est donc x de t, ça, c'est t, puis je vais avoir une TF. S'il est réel, bien sûr, ma TF est symétrique. Donc, je vais avoir quelque chose comme ça. Sauf que moi, je ne sais pas, est-ce que ces fréquences-là, c'est plutôt pour ces instants? Est-ce que c'est plutôt celui-là? Est-ce que c'est un mix? C'est des instants d'ici, de là? Je n'en sais rien. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est un mix. Ce n'est pas forcément localisé en temps. Il se peut que ces fréquences-là correspondent à différents instants. Donc, pour éviter ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la TF, le signal plutôt x de t, et puis il va calculer une TF ici. Ensuite, une TF là, une TF là. Déjà, on avait l'habitude de le faire parce que le signal n'était pas stationnaire. On calculait déjà des TF par morceau. Mais là, je ne le fais pas parce que ce n'est pas stationnaire. Je le fais pour dire, tiens, donc je sais que cette TF correspond à cet instant. Cette TF correspond à cette durée, pas à cet instant, un laps de temps. Cette TF correspond à ce laps de temps. Donc, dans la TF, puisque je vais faire des laps de temps, ça veut dire que je vais prendre une fenêtre. Donc, qu'est-ce qui va changer ici? Je vais introduire une fenêtre. Bien sûr, cette fenêtre, regardez comment c'est écrit, pardon, c'est taux moins t. Comment elle est gérée, la fenêtre? Parce que c'est une fenêtre coulissante. Donc, ma fenêtre, elle va venir et elle va balayer mon signal. C'est pour ça que vous avez ici taux moins t, c'est-à-dire, quand elle est là,
elle est centrée en T, ici elle est centrée, c'est-à-dire que mon T se trouve ici, ma fenêtre est centrée là, quand je suis là, elle va être centrée sur cette partie, mon T sera là. Donc c'est une fenêtre qui va coulisser et qui va donc calculer des TF par morceau. Alors on utilise soit la transformée de Fourier, ce qu'on appelle à court terme, si vous faites sa TF au carré, c'est ce qu'on appelle le spectrogramme. C'est rien d'autre qu'au final, son module au carré, c'est-à-dire vous perdez toute l'information sur la phase. Bien sûr, qui dit fenêtre, si vous prenez par fenêtre, donc si c'est un morceau, je reprends mon signal, il est là, et si je prends donc des morceaux, je vais prendre la fenêtre, c'est-à-dire c'est comme si j'avais pris une porte. Si je prends un morceau comme ça, c'est une porte. Je vais prendre un deuxième morceau, c'est une porte. Un troisième morceau, je n'ai pas modifié le signal. Mais rappelez-vous, une porte, elle a des vertus et elle a aussi des inconvénients. On sait que la porte, elle a une très bonne résolution en fréquence, mais elle a un petit souci. Elle vous crée des lobes secondaires. Donc après, on fait appel à d'autres fenêtres, Hamming, Blackman, justement, qui compensent les inconvénients de la fenêtre rectangulaire, c'est-à-dire que je n'aurai plus de lobes secondaires, mais qui, en contrepartie, vous avez perdu la résolution fréquentielle. Alors, je rappelle la résolution fréquentielle, qu'est-ce que c'est? La résolution fréquentielle, c'est FE sur N. Pour une fenêtre rectangulaire, elle vaut 2 FE sur N. Pour une fenêtre de Hamming ou triangulaire, c'est 4 FE sur N. Pour une fenêtre de Blackman, qui n'a pratiquement plus d'ondulation, c'est 6 FE sur N. Donc, cette résolution fréquentielle, donc si j'ai pris une fenêtre rectangulaire, je vais, rappelez-vous, c'est le pouvoir de séparation de deux fréquences. Je vous rappelle ce qu'on avait fait au niveau de la TFTD. Donc, il fallait que F1 moins F2, en valeur absolue, soit plus grande que la largeur de la fenêtre divisée par 2. C'est ça la largeur de la fenêtre, c'est ça mon L delta F. Ici, donc ça c'est L delta F. Et ici, c'est L delta F. Donc, quand vous allez prendre par petits morceaux, déjà, quelle que soit la fenêtre, vous le faites, on sait que la résolution dépend donc de FE sur N. Si N diminue, parce que si vous prenez tout le signal, donc vous avez pris un N grand. Donc, FE sur N est petit. Mais si maintenant vous prenez des petits morceaux, vous allez prendre N1. C'est des N1 qui est plus petit que N. Qu'est-ce qui va se passer? FE sur N1 va devenir plus grand. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Le pouvoir de séparation de deux fréquences. Je veux pouvoir séparer des fréquences proches. Je viens de voir que ma résolution en fréquence, elle va augmenter. Donc, c'est un inconvénient. C'est-à-dire, encore une fois, c'est toujours une histoire de compromis. Si vous décidez d'analyser votre TF, ça dure tout le long sur toute la durée d'observation. Vous aurez une très bonne résolution fréquentielle, mais vous ne pourrez pas localiser à quel instant correspond ces fréquences. Par contre, si vous faites par morceau, OK, vous allez résoudre votre problème partiellement, mais vous allez perdre en résolution fréquentielle. Il n'y a pas que ça en plus. Ces fenêtres-là, il faudrait qu'elles se recouvrent. Vous n'allez pas prendre des fenêtres comme ça, parce qu'il se pourrait que l'information, il y a eu un changement de fréquence juste ici. Donc, en général, on prend des fenêtres qui se recouvrent. En général, on prend des recouvrements de 20%. On prend des fenêtres qui se recouvrent. Pourquoi on fait ça? C'est pour ne pas rater une transition. Il se pourrait qu'entre ce point-là et ce point-là, il y ait eu une transition brusque. Je suis passée de basse à haute fréquence ou de haute fréquence à basse fréquence. Donc, cette histoire donc, de résolution fait que si vous travaillez avec des fenêtres, vous gagnez, vous arrivez à localiser partiellement en temps et en fréquence, mais le problème, c'est que vous perdez au niveau de séparation des fréquences. Ça veut dire qu'il y a deux fréquences proches que j'arrivais à distinguer ici en prenant tout le signal, je ne peux plus le faire ici. Alors, il y a cette histoire de compromis temps-fréquence, il est aussi, regardez, on prend l'exemple, toute chose, par exemple une porte, ça je suis en temps, sa TF c'est un sinus cardinal, une porte c'est bien localisé en temps, mais en fréquence, elle n'est pas bien localisée puisqu'elle occupe tout le spectre en fréquence. C'est ce qu'on appelle la dualité temps-fréquence. Donc, ce qui se passe dans un domaine va impliquer quelque chose dans le domaine et bien sûr, et vice-versa. Le problème, on va prendre l'exemple le plus extrême. Si vous prenez un Dirac en temps, sa TF, c'est une constante, delta T.
Ben, d'amplitude A, et ben sa TF, c'est une constante. Il est super bien localisé en temps. C'est 0 millisecondes. C'est bref. Mais regardez ici, au niveau de la fréquence, il occupe toute la bande de fréquence. Donc, je ne peux pas avoir là. Il y a une seule forme de fenêtre qui me permet d'avoir et la résolution en temps et en fréquence, c'est la gaussienne. Parce que quand vous prenez une gaussienne en temps, sa TF, c'est une gaussienne aussi en fréquence. Si elle est étroite, ça vous donnera un truc qui est large. Si elle est large, ça vous donnera un truc étroit. D'où l'idée des filtres de Gabor. Les filtres de Gabor, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des filtres qui sont basés sur une gaussienne. En fait, l'enveloppe est une gaussienne et à l'intérieur, vous avez une sinusoïde. Sans que la sinusoïde vous permet d'analyser le signal, mais dans une enveloppe gaussienne. L'enveloppe gaussienne fait que c'est bien localisé en temps et en même temps, c'est bien localisé en fréquence. C'est une introduction, ce qu'on vient de faire, mais on va voir tout ça directement, concrètement, à travers des exemples. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens d'énoncer? Alors, pour voir concrètement ce qui se passe, on a pris un exemple ici. Regardez, on a pris un chirp. Donc, c'est une modulation en fréquence qui fait que, donc, on va faire, c'est-à-dire vous avez des fréquences. Donc, on va ici j'ai pris, il va des basses fréquences vers des hautes fréquences. Et j'ai fait l'inverse. Il va des hautes fréquences vers des basses fréquences. Si vous faites la TF, vous allez avoir le même signal. Pourquoi? Vous allez calculer la TF sur tout le signal. Moi, qu'il va des basses fréquences vers les hautes ou des hautes vers les basses, je n'ai aucune information au niveau de la TF, parce que la TF analyse tout le signal. Ou bien j'avais pris juste cette première moitié, je l'ai mise ici, celle-là, là, je n'aurai pas cette information. Donc, quand vous allez calculer la TF, voilà, vous retrouvez vos basses et vos hautes fréquences pour ce signal. Il va de 1 kg de 1 Hz à 50 Hz. D'accord? C'est un chirp qui va de 1 Hz à 50 Hz. Voilà. Il va ici de 1 Hz, le voici, à 50 Hz. Pareil, 1 jusqu'à 50. Pourquoi? Parce que quand je fais ma TF, il calcule sa TF de moins l'infini à plus l'infini, x de taux exponentielle moins 2 pi jf taux des taux. Donc, il a calculé votre TF de moins l'infini à plus l'infini. Donc, celui-ci ou celui-là, ça lui donne exactement le même résultat. Ça, pour la TF. Maintenant, si je fais ce que j'appelais la transformée de Fourier à court terme, qu'on appelle aussi transformée de Fourier fenêtrée, regardez maintenant. Je vous ai mis les deux graphes en même temps pour que vous voyez. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Je remets la notation. Alors, regardez, là, je vous ai juste remis la TF, comme quoi je ne peux pas faire de distinction entre les deux. La transformée de Fourier fenêtrée, je rappelle donc sa formule. La TF à court terme. Ah oui, je n'ai pas mis, donc elle dépend bien sûr de T et de F, puisque j'ai l'intégrale, je ne vous ai pas fait la remarque tout à l'heure, X de taux, H conjugué de T moins taux, exponentielle de pi JF moins de pi JF taux, T taux. Vous intégrez par rapport à taux, le taux disparaît, mais le T et le F restent. Donc, vous trouvez une transformée qui dépend, donc c'est ce que on voulait. On voulait une représentation en temps et en fréquence. Alors, regardez ce qu'on a fait ici. En fait, c'est des programmes que j'avais fait sous MATLAB. Donc, j'avais divisé par fenêtre de 100. C'est-à-dire ici, j'ai pris donc ce morceau, j'ai calculé la TF, ensuite ce morceau, TF, ensuite ce morceau, TF. Je ne l'ai pas calculé manuellement, je l'ai fait directement avec le spectrogramme. Ici, pareil, ce morceau, il calcule la TF, ce morceau, il calcule la TF, et ce morceau, il calcule la TF. Donc, j'ai pris des morceaux assez grands. Ils contenaient 100 éléments. Et j'ai pris un recouvrement de 20%. Donc, ça se recouvrait à peu près de 20%.
Parce que vous pouvez choisir le taux de recouvrement. Maintenant, regardez la TF. Qu'est-ce qu'il me donne pour le premier? Le premier, la première partie, ici, elle est composée de quoi? Elle est composée, si T est grand, ça veut dire que la fréquence est petite. Rappelez-vous, T, c'est la période. Vous avez ici un signal dans la période est grande. Si T est grand, ça signifie, si T0 est grand, ça signifie que la fréquence est petite. Regardez ici. Donc ici, c'est la première partie qui est allée de 1 Hz jusqu'à 15 Hz. La voici, je la vois ici. Ensuite, la deuxième partie, elle est composée de fréquences comme il y a un recouvrement. On le voit, le recouvrement ici. Il y a un recouvrement là. Je vais changer de couleur. Donc, vous avez ici cette petite partie, un recouvrement. Vous avez les prochaines fréquences qui vont, donc il y a une petite partie de recouvrement, ça va à peu près de 15 à 30, qui correspondent à cette partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé pour la dernière partie. La dernière partie, T est petit. Regardez, les ondulations sont très rapprochées. Si la période est petite, ça veut dire que la fréquence est grande. Ici, la dernière partie, ça recouvre les fréquences qui restaient. Voilà pour votre TF pour ce signal. Donc, celle-ci correspond à ça. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour ce signal. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la première partie, pour les 100 premières valeurs? Pour les 100 premières valeurs, c'est des hautes fréquences. Regardez ce que je retrouve. Je retrouve les fréquences jusqu'à 50 Hz. Donc, qu'est-ce que je viens de retrouver? Je retrouve la première partie, c'est les hautes fréquences. Ensuite, c'est des fréquences moyennes, je retrouve ici. Et enfin, les basses fréquences que je retrouve cette fois-ci ici. Donc maintenant, est-ce que je peux faire la distinction? Oui. Ou ici, au niveau de la TF, je ne pouvais pas. Je n'avais pas une localisation fréquentielle et temporelle simultanée. C'est bon. J'arrive, je ne peux pas le faire parce que j'ai analysé la TF de tout signal qui ne me permet pas, je trouve une transformée en F. Elle ne contient pas F et T. Par contre, ici, quand on a fait le spectrogramme, qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a fait par morceau, donc j'avais par morceau une TF par morceau. Comme ici, au début, c'est des basses fréquences, donc j'ai mon contenu, je vois que c'est les valeurs ici rouges, ça c'est les valeurs les plus basses vers les valeurs les plus hautes. J'ai illustré ça en couleur, d'accord? Le spectrogramme, pas moi. Le spectrogramme peut le faire aussi en 3D si vous le voulez, parce que n'oubliez pas, c'est comme si vous aviez un dessin en 3D. Ici, en 3D, voilà ce que ça vous donnerait. Ça vous donnerait un truc qui fait ça, les basses fréquences. Vous verrez un truc comme ça. Ensuite, les autres fréquences, ce serait ça. Ensuite, les autres fréquences, ce serait ça. Là, au lieu de le voir en 3 dimensions, pourquoi en 3 dimensions? Parce que vous avez l'amplitude en fonction de T et F. Donc, vous avez T, vous avez F et vous avez l'amplitude. Donc, je disais, si vous l'aviez visualisé en 3D, j'aurais dû le faire, je le ferai pour la prochaine fois. Donc, en 3D, vous verriez un truc comme ça. Ensuite, une autre amplitude. Ensuite, ça veut dire que vous auriez vu un décalage. Donc, ici, mes amplitudes, c'est ce que j'ai en rouge. Donc, je reprends ici. Maintenant, pour ce signal-là, d'accord? Pour ce signal-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc réanalysé aussi, mais comme donc les hautes fréquences, c'était celles qui sont apparues en premier. Donc, du coup, maintenant, j'arrive à faire la distinction. Donc, je sais que les premiers instants pour celui-ci sont composés de basses. Ensuite, il va vers les hautes fréquences, alors que celui-ci, le deuxième, il commence par les hautes fréquences. Ensuite, je vais vers les basses. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça, jusque-là? Donc, grâce à la... Pardon. Donc, pardon, grâce à la transformée de Fourier fenêtrée, donc grâce à la transformée de Fourier fenêtrée, on arrive à avoir une localisation temporelle des fréquences qui composent le signal. Maintenant, regardez, j'ai fait un deuxième test, mais en prenant cette fois-ci une fenêtre plus petite. En prenant une fenêtre plus petite, ça veut dire j'ai fait quoi? J'ai perdu, donc si n est plus petit, je vais perdre en résolution fréquentielle. Ça veut dire que f sur n sera grand. Regardez ce qui se passe. Je perds le pouvoir de séparation en fréquence. Je localise mieux en temps. Ici, on a retenu combien d'instants? 1, 2, 3. Parce que j'ai pris une fenêtre de 100. J'ai découpé en 3 morceaux. Si je prends maintenant, je découpe en 10 morceaux. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais
mieux localisé en temps, puisque j'ai découpé en plusieurs petits morceaux de 10. Mais comme la résolution fréquentielle dépend de n et que n est plus petit, f sur n est plus grand. Regardez ce qui se passe cette fois-ci. En temps, vous avez une meilleure progression puisque j'ai pris des pas de 10. Donc, vous localisez mieux en temps. Mais parce que vous localisez mieux en temps, regardez ce qui s'est passé. Le spectre s'est étalé. Vous localisez moins bien en fréquence. Le recouvrement 10-10 avec un recouvrement de 20% fait qu'ici, regardez, les fréquences se sont étalées. D'accord? C'est plus large. Regardez ici, ici par rapport à ça. Là, j'arrivais à bien localiser. Je sais que les premiers instants, ça va jusqu'à 15. Regardez maintenant, il y a un étalement en fréquence. Mais par contre, j'ai mieux localisé en temps. Je vois bien le tir, je vois bien mes fréquences qui sont en train donc d'aller, pour le premier cas, d'aller en diminuant et celle-ci d'aller en augmentant. Je ne dis pas de bêtises. Mes fréquences sont en train d'aller ici. Oui, ici, elles diminuent, alors que mes fréquences ici, non, elles vont en augmentant, puisque je vais dans ce sens. Mes fréquences vont en augmentant, et ici, mes fréquences vont en diminuant. Je vais des hautes vers les basses. Ici, je vais des basses vers les hautes. Par contre, je localise beaucoup moins bien en fréquence. Donc, c'est pour ça qu'il y a un souci. Donc, problème qui est en train de se poser maintenant, c'est que j'ai pris tout le signal, et je suis en train d'analyser avec la même fenêtre. Je n'ai fait que jouer sur la taille de la fenêtre. Et c'est gênant. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit des basses fréquences ou des hautes fréquences, il analyse avec une taille de fenêtre unique. Or, ce qui serait bien, c'est que là, quand je suis sur les hautes fréquences, je devrais analyser avec des fenêtres petites pour voir tout ce qui est en train de se passer. Quand je suis sur les basses fréquences, une fenêtre grande me suffit puisque le signal est en train d'évoluer lentement, puisque mon signal évolue lentement. Pourquoi l'analyser avec des petits morceaux? Ça ne sert à rien, je ne vais rien découvrir en faisant des petits morceaux ici. C'est le même signal, ça ne sert à rien. Donc, l'idéal, ce serait de faire quoi? Ce serait d'avoir une taille de fenêtre qui pourrait augmenter et diminuer à chaque fois que c'est nécessaire. Qu'est-ce que je voudrais qu'elle soit, cette fenêtre? Je voudrais qu'elle soit grande quand j'analyse des basses fréquences, c'est-à-dire quand tu dis basse fréquence, ça veut dire grande période. Si c'est une grande période, ça évolue lentement. J'ai besoin d'une grande. Une grande fenêtre me suffit. Par contre, JCSGA qui fait ça? Non, cette fenêtre n'est plus adéquate. J'ai besoin d'une petite fenêtre. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On voudrait une transformer. C'est pour vous introduire les ondelettes. On veut une transformée qui va se dilater, donc s'élargir, et se contracter, donc diminuer, devenir plus étroite. Je veux qu'elle soit dilatée pour les hautes fréquences et je voudrais qu'elle soit contractée, plus petite, donc moins large, plus étroite pour les hautes fréquences. Et bien, c'est de là que sont venues les ondelettes. Alors, on va les introduire. Encore une fois, brièvement. Donc, les ondelettes continuent pour passer aux ondelettes discrètes. Est-ce qu'il y a... Vous me répondez juste sur la table. Dites-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si vous ne me répondez pas, c'est que c'est bon. Tout ce qu'on vient de faire, c'est une introduction pour vous expliquer pourquoi on passe aux ondelettes. C'est-à-dire, on est passé par la transformée de Fourier fenêtrée. On vient de voir les inconvénients. Elle ne peut pas vous donner en même temps la précision en temps et en fréquence. Et donc, ce qu'on va faire, je regarde sur le chat. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on va faire, expliquer l'ondelette. Alors, je vous disais que l'ondelette, c'était donc, s'il veut bien me donner la main. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, l'historique pour les ondelettes? Jean Morlet, il analysait des signaux sismiques. Et il les enregistrait, il devait les envoyer également. Et il voyait que ça prenait, c'est-à-dire il était obligé. Donc, en faisant la transformée de Fourier fenêtrée, il était obligé d'essayer des petites fenêtres, ensuite des grandes, et ça ne s'adaptait pas forcément à ce qu'il voulait. Parce que quand vous avez des signaux sismiques, quand il n'y a pas d'activité, c'est des basses fréquences, et dès qu'il y a une activité, c'est des hautes fréquences. Et il fallait qu'il analyse donc avec différentes fenêtres, ensuite jouer sur la taille des fenêtres, c'était beaucoup. Il s'est dit pourquoi que je n'aurais pas une transformée ou un outil à ma disposition qui permettrait que
quand j'ai des basses fréquences, je puisse l'analyser avec une grande fenêtre et quand j'ai des hautes fréquences, je puisse l'analyser avec une petite fenêtre. Donc, l'ondelette, donc c'est de là que vient l'ondelette, en fait, elle repose, c'est une transformée, comme toute autre transformée. Elle a bien sûr une transformée inverse, elle a aussi des propriétés. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc, puisque c'est la fenêtre, cette fenêtre qui va, l'ondelette, qui va donc parcourir mon signal, ici, votre B, c'est juste ce qu'on écrivait, nous, témoin taux. Le témoin taux pour dire le décalage. Donc, B, c'est ce qui lui permet, cette fenêtre, vous avez un signal. Donc, le B, c'est ce qui lui permet de passer, de balayer le signal. Donc, le B, c'est juste un décalage comme on avait l'habitude d'écrire témoin taux. C'est-à-dire, votre B, ça va être ici. Le B va bouger, va balayer votre signal. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté A, il a divisé par A. Donc, cette ondelette, il va diviser par A. Selon que A, bien sûr, A est positif, selon que A soit plus petit que 1 ou plus grand que 1, il va faire ce qu'on appelle soit votre fenêtre soit grande, soit votre fenêtre va être petite. Et je vous ai dit que B, je cherchais le mot, on ne dit pas balai, je dis translation. B, c'est juste pour la translation, c'est juste pour pouvoir balayer votre signal. Donc, grâce à cette, lui, il a défini cette ondelette, sa définition mathématique. Maintenant, il y a plusieurs types d'ondelettes. C'est comme quand vous utilisez une fenêtre. Quand vous dites je multiplie par une fenêtre, il y a plusieurs types de fenêtres. Hamming, Blackman. Pareil, il appelle ça, c'est une ondelette. Et bien sûr, il va calculer la transformée. C'est-à-dire ici, ce qu'on faisait nous, on faisait l'intégrale tout à l'heure de moins l'infini à plus l'infini de x de t, mais on multipliait par une fenêtre, t moins taux, exponentielle moins 2 pi j f taux, ce qu'on faisait pour la transformée de Fourier à court terme. Lui, il va définir l'ondelette. Donc, WT pour dire wavelet transform. Donc, elle dépend de deux paramètres, puisqu'elle dépend de A et B. Donc, vous retrouvez votre A, vous retrouvez votre B. J'intègre de moins l'infini à plus l'infini x de t, mais je le multiplie cette fois-ci par l'ondelette. C'est-à-dire, cette ondelette va contenir et la fenêtre et forcément votre sinusoïde. Parce que vous analysez vous analysez les fréquences. Donc, vous avez forcément besoin de quelque chose qui va faire ça pour pouvoir localiser les ondulations ou les modifications. Donc, vous avez donc ici, celle-ci, elle va contenir et la fenêtre et aussi l'ondelette, ce qu'on appelle l'ondelette, c'est-à-dire ce qu'on a, enfin, elle, c'est l'ondelette. Je n'arrive pas à trouver le mot approprié. Plus quelque chose qui va pouvoir détecter les changements. Voilà. Je ne trouve pas le mot approprié. Donc, bien sûr, c'est une ondelette. On appelle ça l'ondelette mère. Ça, quand on a défini WAB, ensuite, à chaque fois que vous allez modifier B et A, vous allez trouver différentes ondelettes. Maintenant, elle doit avoir des propriétés. Elle doit être bien localisée. Pourquoi bien localisée? Parce qu'elle doit avoir les propriétés d'une fenêtre. Elle ne peut pas être de moins l'infini à plus l'infini. Elle doit commencer quelque part et s'arrêter quelque part. Sinon, je ne peux pas faire une analyse par morceau. C'est-à-dire qu'elle commence quelque part. Elle est comme ça, cette ondelette. Par exemple, un truc comme ça. Elle doit avoir des ondulations. Donc, c'est-à-dire qu'elle a une enveloppe. C'est l'enveloppe qui est donc bien localisée. Et à l'intérieur, je dois avoir des ondulations. Donc, cette ondelette, elle doit être localisée, c'est-à-dire commencer quelque part, s'arrêter quelque part, c'est-à-dire qu'en dehors d'un intervalle, il faut qu'elle soit nulle. Sinon, si elle va de moins l'infini à plus l'infini, ça ne marche plus. Je suis en train d'analyser tout le signal. Ensuite, elle doit avoir voilà, je cherchais, enfin, les mots sont écrits, moi je dis ondulation, mais c'est pas, elle doit être oscillante. C'est quoi oscillante? C'est-à-dire, elle doit faire ça pour pouvoir s'adapter au signal, pour pouvoir détecter les fréquences. Alors, on va voir des exemples d'ondelettes. Bien sûr, elle doit être une ondelette, la transformation d'ondelette doit être réversible. Je vous ai rappelé juste les propriétés les plus importantes ici. Donc, j'enlève ça. On va voir directement un exemple. Surtout que, bon, je suis obligée de passer par là pour arriver à l'ondelette discrète. Regardez. Donc, pourquoi j'ai écrit CWT? Là, je vais rectifier de suite. Là, parce que la CWT existe, c'est la complexe wavelet. Ah non, je dis des bêtises. C'est continuous wavelet. En anglais, le C, c'est pour dire, et c'est aussi
On se sert aussi du C pour dire complexe. Donc, l'ondelette continue. Donc, c'est un opérateur linéaire. Quand on dit linéaire, ça veut dire que si vous prenez deux signaux, vous faites leur ondelette, ou bien vous faites la somme, vous trouvez la même ondelette. Il doit être invariante par translation et par dilatation. Et doit être unique pour une ondelette donnée. Alors, j'explique ici. Je prends l'ondelette la plus simple, c'est l'ondelette de A, d'accord? Voici l'ondelette de base, elle vaut 1, donc en réalité, elle fait ça, 1 et moins 1. Ça, c'est l'ondelette mère. Maintenant, si vous introduisez le facteur d'échelle A et le facteur de translation, voilà ce que vous trouvez. Vous trouvez donc 1 sur racine de A, moins 1 sur racine de A, pour T qui est compris entre B et B plus A sur 2, et moins 1 sur racine de A pour l'autre partie. Alors, je vous explique les propriétés. Elle doit conserver l'énergie, c'est-à-dire l'ondelette, quelle que soit la translation ou la dilatation, elle doit garder la même énergie. Celle que je viens de vous tracer ici, c'est celle-là, regardez. Ici, la voici. Ici, en fait, elle ne fait pas ça. Ça, c'est dû au fait que j'ai fait une interpolation avec MATLAB. Elle descend tout droit, c'est ça. Comme avec MATLAB, quand vous faites d'un point à un point, il fait ça. Mais dans réalité, elle est comme ça. L'ondelette est droite, d'accord? À tout moment, c'est une porte vers le haut et la même porte inversée vers le bas. Donc ici, si vous regardez, je vais de 2 à 3 secondes. Donc de là à là, il s'est écoulé 1. Et elle vaut 1. C'est pour garder la même énergie. D'accord? Regardez ici. Si vous décidez de prendre, ici, on a pris, donc là, le premier cas, c'est A qui vaut 1. Maintenant, elle est centrée en B égale à 2. Ce n'est pas ça qui m'intéresse où est-ce qu'elle est centrée. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle conserve l'énergie. C'est-à-dire, quand vous allez faire ça au carré, plus ça au carré, vous allez trouver la même quantité au carré et vous allez trouver aussi la même quantité ici. C'est-à-dire que l'énergie se conserve. C'est ce qui est écrit ici. Son intégrale vaut au carré, elle est la même. C'est celle de l'ondelette mère. Maintenant, regardez, quand vous prenez A qui vaut 0,5, qu'est-ce qui va se passer? A vaut 0,5, donc elle va aller de d'où jusqu'où? Si A vaut 0,5, donc toute la largeur, elle va aller tout ça, puisqu'elle va de 0 jusqu'à A. Donc d'ici jusqu'ici, vous allez avoir 0,5, puisqu'elle va ici de 0,5 secondes à 1 seconde. Par contre, regardez, l'amplitude, c'est 1 sur racine de A. Donc, ça va aller 1 sur racine de 0,5, ça fait donc racine de 2. Elle va jusqu'à 1,414. Donc, pour représenter, donc rappelez-vous, donc l'amplitude, elle est inversement proportionnelle à la largeur, puisqu'ici, vous avez, si sa largeur est A, mais son amplitude, c'est 1 sur racine de A. Pareil ici, on a pris A qui vaut 3. Si A vaut 3, regardez, elle va de 4 secondes à la largeur, c'est A. Donc, l'amplitude, qu'est-ce que ce sera? Ce sera 1 sur racine de A. Donc, 1 sur racine de 3. Donc, vous allez diviser 1 sur 1,700, je ne sais plus combien c'est, 1,71. Bon, on trouve une valeur autour de 0,6 ou 0,5. Je ne suis pas en train de faire la lecture correctement. L'essentiel, diviser 1 par 1,7, vous allez trouver une valeur un peu plus grande que 0,5. Parce que si j'avais divisé par 2, ça ferait 0,5. Vous trouvez une valeur autour de 0,6. Ça, c'est l'ondelette de A. Mais il y a plusieurs autres types d'ondelettes. Maintenant, est-ce qu'elle respecte les propriétés qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit elle doit être localisée, commencer quelque part, s'arrêter quelque part. Elle doit être oscillante. Est-ce qu'elle oscille? Oui. Ce que j'ai ici, c'est une oscillation. Quand je dis elle aussi, elle doit passer donc par 0. Donc ici, elle aussi, j'ai une ondulation. Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-là. Donc votre ondelette ici, elle aussi. Vous avez d'autres types d'ondelettes. Par exemple, ici, le chapeau mexicain, l'ondelette de Morley. Chacune a des propriétés. Regardez ici. Vous avez donc une enveloppe. Alors, et vous avez une oscillation. Ça, c'est votre enveloppe. Attendez que je regarde bien. Là, j'ai du mal à voir où est l'oscillation. 1 moins t au carré. Si je fais en t négatif, il faudrait que je trace. Là, je ne saurais pas vous dire. Par contre, là, je peux le faire.
ici, voici l'oscillation parce que j'ai une exponentielle, donc j'ai une sinusoïde, et ça, c'est votre enveloppe. Donc, si ça, c'est l'enveloppe, donc forcément, ça, c'est l'enveloppe, et ça, c'est l'oscillation. Puisque j'ai la même valeur ici. Ça, c'est mon oscillation. Ça c'est ça qui va assurer l'oscillation. Et ça, c'est ça qui va assurer l'enveloppe. Mais là, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. J'aurais dû vous mettre les tracés pour voir et l'enveloppe et l'oscillation. Mais je crois que je les ai mises dans le cours. Vous les trouverez sur le support de cours. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair à ce niveau-là? Vous me direz, ça reste des définitions. Donc, 3 propriétés. Elle doit être oscillante, elle doit être limitée, compacte. On appelle ça la compacité. Elle est compacte. Elle commence compacte. Elle ne s'étend pas. Elle doit conserver l'énergie. Bien sûr, ça doit être un opérateur linéaire et invariant. Sinon, on ne pourrait pas travailler. On est toujours dans les systèmes linéaires et invariants. Donc, il me reste moins d'une minute. On va suspendre et reprendre. D'accord? Je vais arrêter l'enregistrement. Alors là, c'est un schéma que j'avais donc repris de quelque part. Il faudra que je rajoute juste le lien par la suite. Donc ici, c'est juste pour comparer entre les différentes représentations. Donc ici, quand vous êtes en temporel, vous n'avez aucune information, pas d'information sur les fréquences. Quand vous faites la TF, vous perdez toute notion de temps. La transformée de Fourier fenêtrée, c'était par morceaux. Je divisais le temps et j'avais donc une représentation en fréquence, mais par morceaux. Avec l'ondelette, voilà comment que ça se passe. L'ondelette, on fait une fonction d'échelle. Votre fonction d'échelle, c'est le A. Quand votre A est petit, vous allez donc analyser avec des petits morceaux. Plus vous allez augmenter A, donc vous avez votre analyse qui dépend de A. En réalité, ce A, il va jouer le rôle, pas A. 1 sur A va jouer votre rôle des fréquences. Parce que si vous analysez avec A petit, si A est petit, ça veut dire que vous avez pris une petite portion de temps. Petite portion du signal temporel. Donc, qui dit petite portion du signal temporel, ça veut dire qu'en fréquence, c'est plus grand. Puis si A est petit, 1 sur A est grand. Donc, en fait, votre 1 sur A va jouer le rôle des fréquences. C'est l'équivalent des fréquences pour nous quand on va travailler avec les ondelettes. Donc, je vais, juste pour cette représentation, je vais vous mettre, j'ai fait pour avoir une logique, une ligne de conduite, j'ai pris le même signal, toujours le TIRP, et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai analysé avec l'ondelette continue, avec la CWT. Regardez ce qui se passe ici. Donc, ici, n'oubliez pas, c'est des représentations temps-fréquence. On dit aussi, c'est de représentation temps-échelle. Donc, tout à l'heure, quand c'était la transformée de Fourier fenêtrée, j'avais une représentation temps-fréquence. Avec l'ondelette, j'ai une représentation, je rajoute juste la notation, j'ai une représentation, ce qu'on appelle temps-échelle. Voilà le temps. Le temps, par quoi il est représenté? C'est votre paramètre B qui se translate. Et votre échelle, c'est votre paramètre A. Mais votre échelle ici, A qui va en augmentant, lorsque A va en augmentant, ça veut dire que F va en diminuant. Donc, si A augmente, ça veut dire que F est en train de diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va regarder pour ce signal, puisque 1 sur A joue le rôle des fréquences. Donc, regardez ici. On a analysé le TIRP. Le TIRP de tout à l'heure, c'était quoi? J'ai pris celui qui était comme ça, basse fréquence. Ensuite, ça commençait à se resserrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous analysez avec une échelle qui est petite, donc si A est petit, ça veut dire que vous analysez des petits morceaux. Les petits morceaux, qu'est-ce qui vont vous permettre de ressortir? Les hautes ou les basses fréquences? Si vous prenez un A tout petit, quand vous êtes ici, donc à ce niveau, A est là. On a même pris carrément 1. Donc, vous analysez sur une seconde. Et vous avez pris un échantillon. Alors, à votre avis, vous êtes en train de mettre quoi en avant? Les basses ou les hautes fréquences? Mes étudiants.
Si A est petit, vous avez pris un petit morceau en temps. Est-ce qu'il est adéquat pour analyser un signal qui évolue rapidement? Ou, posez-vous la question dans ce sens, ou est-ce que vous êtes en train, si A est petit, il va mettre en avant un signal qui évolue rapidement ou un signal qui évolue lentement? J'attends la réponse. Personne. D'habitude, vous me répondez sur le chat. Ok, je répondrai. Enfin, je vais répondre. Ici, il faut... Ah, il y a quand même quelqu'un. Exact. Si A est petit, il va être adéquat pour analyser ce qui évolue rapidement. Ici. Et qu'est-ce qui évolue rapidement? Si T est petit, la période est petite, ça veut dire les hautes fréquences. C'est-à-dire que lorsque A est petit, vous allez mettre en avant les hautes fréquences. C'est celle-là que vous allez pouvoir voir. Si A augmente, vous analysez sur une grande portion de temps, qu'est-ce que vous allez pouvoir analyser? Vous allez analyser les hautes fréquences. Ce qu'on voit ici. Peut-être vous allez mieux le voir sur la représentation 3D. Regardez ici. Alors, les couleurs claires, ici, les couleurs claires, parce que ça et ça, c'est la même représentation. Ça, les couleurs claires, c'est pour dire que les valeurs sont élevées. Et les couleurs basses et les couleurs foncées, c'est pour dire que les valeurs sont petites. Regardez, au niveau des basses fréquences, ici, avec A qui est petit, les couleurs sont foncées. Alors qu'ici, pour les hautes fréquences, les couleurs sont élevées. Et ici, mon signal, il était composé de quoi? Il était composé d'un tir qui allait de 1 à 50 Hz. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque, enfin je dis, mon échelle est petite, lorsque ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, il est au niveau des hautes fréquences. Regardez, les couleurs sont sombres. Quand il arrive aux basses fréquences, les basses fréquences se trouvaient ici dans votre signal. Regardez, c'est plus, vous le voyez peut-être mieux ici, regardez. Ici, les valeurs sont plus claires. Ici, puisque mon signal, je suis dans les hautes fréquences, regardez mes valeurs, elles sont claires. Ici, quand A augmente, ici, A est en train d'augmenter. Mais je ne vous ai pas pris A jusqu'au bout. A, je suis allé jusqu'à 127 ici. A, ici, je me suis arrêtée à 31. Regardez. On voit bien les basses fréquences ici. On voit bien les fréquences intermédiaires ici. On voit bien que c'est un turc, qu'il est composé des hautes fréquences et ensuite qui va vers des basses fréquences et qui va vers les hautes. Sauf que l'inconvénient, maintenant, c'est vrai que l'ondelette me permet de localiser très bien et en temps et en fréquence. Sauf que maintenant, j'analyse avec ensuite 8, ensuite 15, 22, 29, 36, 43. Ici, les basses fréquences, elles sont apparues ici, elles sont apparues là. Rappelez-vous, votre signal est composé jusqu'à 50. Donc, les hautes fréquences, on les voit très bien ici. C'est la partie la plus claire. Je vais enlever ce que j'avais mis en rouge. Ici, quand vous arrivez à 50 Hz, c'est vrai. Ici, c'est la partie la plus claire, c'est-à-dire les valeurs les plus importantes. Ici, c'était des valeurs, voilà, on voit bien notre chirp. Si je suis les valeurs les plus claires, à chaque fois, je retrouve mon chirp. Maintenant, le problème, c'est que je le retrouve là, je le retrouve ici, ici, ici. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? On appelle ça de la redondance. Redondance veut dire répétition. C'est-à-dire que votre signal, votre analyse avec l'ondelette, elle est redondante. Elle vous donne, voilà, elle me le donne par les basses fréquences. Je les vois ici, je les vois avec l'échelle de 31, je les vois avec 29. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Ici, celle-ci, voilà, quand elles sont élevées, celles de 29, je les vois ici, je les vois avec l'analyse de 21. Dans la réalité, je n'ai pas besoin de tout ça. On dit que la transformer en ondelette, bien qu'elle vous permette donc d'avoir une localisation et en temps et en fréquence, mais elle est redondante. Redondante veut dire que je suis obligée de faire toutes ces analyses-là et il y a une répétition. Cette information, je la retrouve plusieurs fois. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Pour éviter cette redondance, on a fait ce qu'on appelle l'ondelette discrète. Au lieu que ce soit continu, j'analyse par pas, je vais faire la discrétisation et on fait ce qu'on appelle la multirésolution. On va y arriver doucement. Donc, à retenir ici, qu'est-ce que je viens de dire? Si vous prenez A qui est grand, qu'est-ce que vous avez? Lorsque vous prenez A qui est grand, vous analysez tout le signal. Donc, ça veut dire que vous avez la forme générale de votre signal. Si vous prenez A qui est petit, vous analysez les tout petits changements. On appelle ça une singularité. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose. Il est passé d'un état à un autre. Donc, c'est quelque chose singulier, veut dire étrange, différent.
Donc, quand A est petit, on analyse les singularités. Quand je dis singularité, ça veut dire que c'est des changements brusques. D'accord? Il est passé d'une étape, peut-être c'était par exemple des basses, puis tout à coup il est passé à des hautes fréquences. Donc ça nous permet d'analyser les changements brusques. Sauf que, problème, avec la transformée en ondelette continue, il y a de la redondance, c'est-à-dire que cette information, je la retrouve plusieurs fois. Pour éviter de la retrouver plusieurs fois, est venue l'analyse en ondelette discrète et basée sur la multirésolution. Alors, je vais vous épargner la démonstration parce que on utilise les espaces, les espaces d'emboîtement, de Viterbi, tout ça. Je ne vais pas y passer par là. Je préfère vous expliquer l'ondelette discrète par l'histoire des bandes de filtres. C'est beaucoup plus simple à expliquer. Et là, parce que pour arriver à l'expression de ces filtres-là, il faudrait 6 ou 7 pages de démonstration que je ne vais pas faire. Donc, pour vous expliquer l'ondelette discrète, on va passer à la multirésolution qui a été développée par Meyer et Mala. Donc, elle vous permet donc d'expliquer l'ondelette en passant par les bandes fréquentielles. Alors, comment ça se fait? On avait introduit dimanche, on avait parlé la fois passée de la décomposition en bandes. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend le filtre, donc on prend notre signal, donc il va de cette, par exemple, notre signal est composé de ces fréquences, et quand on va analyser notre signal, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Étape 1, on divise par un passe-bas et un passe-haut. Bon, ça ressemble à ce qu'on avait fait la dernière fois. Le bon, c'est un filtre, un banc de filtre à 2 canaux. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le passe-bas et on le divise encore en passe-bas et passe-haut. Et on prend encore le passe-bas et on le redivise en passe-bas et passe-haut. Donc, c'est une décomposition différente. Au lieu de prendre ça et le diviser, par exemple, en 4, donc avoir des filtres qui font ça. Bon, je vais essayer de tracer correctement. Donc, au lieu de décomposer mon filtre en plusieurs bandes qui, de même taille, en fait, on va, au lieu de faire ça, on fait pas ça. On le décompose en 2 et à chaque fois, on prend le passe-bas, on divise en 2. Et à chaque fois, on prend le passe-bas, on divise en 2. C'est ce que vous avez comme structure ici. Donc, je démarre de là, passe-bas, passe-haut. Ensuite, le passe-bas, je le prends passe-bas, passe-haut, passe-bas, passe-haut. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'en général, l'information qui est contenue dans un signal, vous prenez un signal de parole, vous prenez une image, la plupart du temps, c'est d'abord des basses fréquences. C'est-à-dire que votre analyse, les hautes fréquences, occupent une plage d'énergie, c'est-à-dire l'énergie du signal en haute fréquence est très faible. Donc, ce qui m'intéresse ici, quand je fais faire cette analyse, c'est de découper à chaque fois les basses fréquences, d'avoir une analyse plus pointue. Ce qui fait qu'à la fin, votre filtre, il est comme ça. C'est-à-dire, vous l'avez divisé en 2, cette partie a été divisée en 2, qui elle-même a été divisée en 2, ainsi de suite. Donc, si je dois faire ce schéma par bande de filtre, ça, je sais le faire. Ce schéma, j'aurais pu ne pas vous le donner. Parce qu'on l'a déjà fait quand je décompose. Donc, je vais faire passe-bas et passe-haut. Ça, c'est la décomposition en bande de filtres. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends le passe-bas et je le divise en 2. Donc, le passe-bas, je vais lui refaire le même schéma. Passe-bas, passe-haut. Je reprends à chaque fois le passe-bas et je le divise. Donc, ce schéma-là correspond bien à ça. Puisqu'on prend bande de filtres, il fait passe-bas, passe-haut. Donc, supposons que votre fréquence, c'était, on va prendre par exemple, j'allais à 10 kg. 10 kg. Donc, il va faire de 0 à 5. Ensuite, bon, si je dis 10 kg, c'est-à-dire pour moi, je vais de moins 10 à 10, d'accord? Donc, 20 kg, de moins 10 à 10. C'est-à-dire ça, c'est FE sur 2. Donc, il va faire ici de 0 à 5. Celui-là, ce sera de 5 à 10. Ensuite, il prend celui-là, il divise par 2. Donc, ce sera là, j'aurai de 0 à 2,5. Et celui-là, ce sera de 2,5 à 5. Celui-là, je le divise par 2. Donc, ça fera de 0 à 1,25. Et de 1,25, pardon, et de 1,25, c'est ça, à 2,5. Voilà comment se fait la décomposition en ondelettes. Je préfère passer par ce schéma, la décomposition, que de vous introduire toute la démonstration qui est liée à l'expression de ces filtres. Je préfère la déterminer par la décomposition en sous-bande. Alors maintenant, rappelez-vous,
que quand on fait de l'échantillonnage critique, je peux, donc, maintenant que j'ai fait ça, je peux décimer par 2. Pourquoi je décime par 2? Parce que j'ai divisé les fréquences par 2. Si j'ai réduit les fréquences, autant faire une décimation pour pouvoir faire quoi? Pour gagner du temps. Donc, puisque j'ai divisé les fréquences par 2, je décime. Pareil, ici, je suis passé de 0,5 Hz à 0,2,5, j'ai divisé encore par 2, donc je décime. Pareil ici, je suis passé de 2,5 à 0,125 et de 1,25 à 2,5. Donc, la plage de fréquence ici, elle était de combien? Ici, la différence, pour ces deux-là, elle vaut 5 kg. Or, ici, j'étais à 10 kg. Donc, autant décimer ici. La différence de ces deux-là, c'est 2,5. Je suis passé de 5 à 2,5, j'ai divisé par 2, donc je décime par 2. Et ici, je suis passé de 2,5, la différence de ces deux-là, c'est 1,25. Donc, je peux aussi décimer par 2. Pourquoi je peux le faire? Je peux le faire si il faut que mes 2 filtres soient à reconstruction parfaite, je peux le faire. Et parce que j'utilise ce qu'on appelle l'échantillonnage critique, c'est-à-dire il faudrait que mes 2 filtres soient vraiment comme ça, tel que c'est dessiné ici. Chacun occupe la moitié de la bande des fréquences. À cette condition, je peux décimer par 2 et je n'aurai pas besoin du filtre anti-repliement. Rappelez-vous, on fait un filtre anti-repliement avant la décimation pour éviter justement le repliement. Mais si vos filtres sont comme ça, de la sorte, et que vous utilisez donc l'échantillonnage critique, c'est bon. Vous n'avez pas besoin de filtre anti-repliement. Jusque-là. Donc, tout ce que je vous ai introduit jusque-là, c'était donc je suis obligée de passer par là pour dire pourquoi on a fait les ondelettes. Mais l'essentiel de notre travail va se faire à partir de maintenant. Donc, on a vu que la transmoyée de Fourier avait un problème. Je ne pouvais pas localiser en temps et en fréquence simultanément. Je n'avais pas de localisation en temps. Avec la transmoyée de Fourier fenêtrée, qu'est-ce qui se passait? J'arrivais à localiser en temps et en fréquence, mais j'étais en train d'analyser avec une taille de fenêtre unique, qui fait que ça ne s'adaptait pas toujours au signal. Ça veut dire que je devais faire la transmoyée de Fourier fenêtrée plusieurs fois. Il fallait que j'essaye plusieurs tailles de fenêtres. Essayer plusieurs tailles de fenêtres, ça veut dire multiplier les traitements. Donc, la taille de fenêtre n'est pas unique. Donc, d'où l'idée de Morley de se dire pourquoi ne pas analyser avec une taille de fenêtre qui s'adapte, qui, les changements en fréquence, lorsqu'il s'agit de haute fréquence, elle devrait être petite, et lorsqu'il s'agit de basse fréquence, elle devrait être grande. Donc, l'ondelette, elle dépend de 2 paramètres B qui est la translation, ça c'est rien, c'est juste pour balayer votre signal. Il faut toute fenêtre, on doit pouvoir la translater. Mais elle avait ce qu'on appelle le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle, c'était quoi? C'est ce qui permettait donc d'analyser une portion du signal. Plus A est grand, plus vous analysez une grande portion en temps. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de détecter les basses fréquences, puisque le A, on appelle ça une résolution, ça s'appelle une résolution, et 1 sur A est l'équivalent des fréquences, puisque si A est grand, ça veut dire que 1 sur A est petit, donc ça vous fait des fréquences petites. Maintenant, cette ondelette, qu'est-ce qu'elle devait avoir comme caractéristique? Elle devait conserver l'énergie, elle devait surtout être compacte, c'est-à-dire occuper un petit espace en temps, elle devait être oscillante. Si vous n'avez pas une ondulation, vous ne pouvez pas analyser les changements. Il faut que ça ondule. Si vous prenez un truc, c'est-à-dire c'est un genre de passe-haut, il faut que ça va par le haut et le bas pour analyser des différences. Si vous prenez quelque chose passe-bas, un passe-bas, ça veut dire que c'est toutes les mêmes valeurs. Vous n'analysez que les basses fréquences. D'accord? Maintenant, pour revenir à l'expression, alors votre expression, parce que c'est un filtre. Nous, qu'est-ce qu'on sait d'un filtre? Un filtre, qu'est-ce que c'est? Un filtre, normalement, rappelez-vous de la formule. Je vais réécrire la formule. Je vous explique pourquoi cette formule. Là, c'est un filtre. X de Z, H de Z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en sortie, si X de Z, donc c'est fois H0 de Z, ça veut dire qu'en temps, je dois faire X de N que je convolue avec H0 de N. La définition d'un produit de convolution discrète, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des X de N, H0 de, alors non pas N, je l'écris plutôt K, et je vais l'enlever ici.
Rappelez-vous un produit de convolution. On prend un signal, on laisse tel qu'il est, l'autre en inverse et on le décale. Je vais essayer. Alors, je vais juste utiliser la gomme ici. Je vais l'écrire correctement pour que vous voyez d'où vient cette formule. Je rappelle encore, c'est toute une démonstration, mais je préfère l'expliquer comme ça. Donc, H de K, H0 de N-K. Donc, normalement, en sortie, ici, c'est ce que je devrais trouver. Sauf que ici, comme moi, je vais décimer par 2. Ça veut dire quoi, je vais décimer par 2? Ça veut dire que je vais faire le filtre pour prendre au final une valeur sur 2. Je vais appliquer mon filtre pour prendre au final une valeur sur 2. Alors, pourquoi appliquer mon filtre pas à pas? Autant appliquer mon filtre, c'est-à-dire le pas, je le fais fonctionner de 2. C'est ce qui vous explique le 2 que vous avez ici. Puisque moi, quand je fais mon filtre, je dois faire après une décimation. Une décimation veut dire quoi? Veut dire que vous allez prendre le résultat de votre filtre, une fois que vous l'avez obtenu, vous allez prendre une valeur sur 2. Je prends celle-là, celle-ci, je ne la prends pas. Je prends celle-là, celle-ci, je ne la prends pas. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas prendre mon filtre, mais au lieu de le coulisser d'un pas de 1, ben, je vais le faire d'un pas de 2. Si je le fais d'un pas de 2, ça veut dire quoi? Il va analyser ça, par exemple, si c'est un filtre avec 2, il va analyser ça avec ça, mais la prochaine fois, il n'analyse pas ça. Il ne le fait pas. Il va analyser ça avec ça. Il fait pas, il ne fait pas ça. Il va analyser directement ça avec ça. C'est pour ça que vous avez ici le 2n. D'accord? Donc, c'est pour, ici, remarquez ce qui est écrit. C'est écrit AI plus 1 égale AI. C'est-à-dire, ici, la sortie de ça, qu'est-ce que c'est? Il doit filtrer. C'est ça fois ça en TZ. Donc, c'est AI. Donc, ça doit être ici en termes de produit de convolution. Je dois prendre AI, N. Je dois le convoluer avec H0 de N. Ensuite, pour le décimer. Et comme ça, je vais trouver AI de N plus 1. Si vous devez écrire le produit de convolution, ça vous ferait, il n'y aurait pas le 2. Ce serait H0N-K fois AI de K. On garde le signal. L'autre, on l'inverse et on le décale de N. Mais moi, je ne l'ai pas décalé de N, je l'ai décalé de 2N. Pourquoi je le décale de 2N? C'est-à-dire que mon filtre, celui-là, quand il va opérer avec un pas de 2. Ça ne sert à rien qu'il analyse tout le signal pour au final prendre un résultat sur 2. Donc, autant directement, je fais, vous allez voir peut-être mieux à travers l'exemple tout à l'heure, je fais directement avancer mon filtre de 2. D'accord? Maintenant, qui dit décomposition, donc il faut bien sûr, tout filtre. Donc, ce qu'il faut, j'ai rajouté pour ne pas oublier, pour vous faire ces remarques-là, donc j'ai préféré les écrire. Donc, rappelez-vous, donc ça, c'est votre filtre passe-bas. C'est un filtre passe-bas. Et donc, ça, c'est votre filtre passe-haut. Donc, déjà, par rapport à tout à l'heure, qui était l'ondelette continue, avec l'ondelette continue, qu'est-ce qu'on était obligé de faire? On était obligé donc de translater, ça c'est pas grave, on translate toujours ici, mais j'analysais tout à l'heure, si vous vous rappelez du schéma, j'avais pris A, et puis le A allait en augmentant, et A il était allé de 1 à 128. C'est-à-dire, je changeais l'échelle, je faisais 1, ensuite 2, ensuite 3, 4, et je faisais 128. Donc, en réalité, j'avais plusieurs fenêtres. Une fenêtre de taille 1, ensuite 2, 3, 4, jusqu'à 128. Ici, je n'ai que 2 filtres. J'ai uniquement 2 filtres, un passe-bas et un passe-haut. Donc, j'ai regardé le problème de la redondance de tout à l'heure. Je suis en train de le résoudre. Au lieu d'analyser avec 128 filtres, 128 tailles de filtres, je n'ai plus à ma disposition que 2 filtres. Le premier filtre, c'est un passe-bas. Un passe-bas, qu'est-ce que c'est? Il va vous analyser les basses fréquences, c'est-à-dire vous donner l'information grossière. L'enveloppe, par exemple, vous dire comment évolue votre signal. Le filtre passe-haut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner ce qui est détail. Donc, celui-là, on l'appelle la fonction d'échelle. Celui-là, c'est votre ondelette. Ici, votre filtre passe-haut, c'est l'ondelette qu'on était en train de définir tout à l'heure, c'est-à-dire l'ondelette oscillante. C'est celle qui démarrait quelque part. On va prendre l'ondelette de R par exemple. Donc ça, c'est votre ondelette. Parce que l'ondelette, c'est un filtre passe-haut. Elle vous, regardez, vous passez et va vous analyser des différences. Par contre, ce filtre, c'est un filtre passe-bas. Ce sera comment? Ce sera la même ondelette, mais cette partie du bas, je vais la ramener en haut et il va faire ça. Et on appelle ça la fonction d'échelle.
par opposition à celle-ci qui est la fonction d'ondelette. Donc, ça, c'est votre ondelette et ça, c'est votre fonction d'échelle. Mais le plus important ici, c'est que je me suis ramenée uniquement à 2 filtres. Et rappelez-vous qu'un passe-haut vous donne tout ce qui est différence, donc détail. Vous faites du traitement d'image. Le passe-haut, c'est ce qui vous donne les contours. Et le passe-bas vous donne l'information globale. D'accord? Donc, on a ramené l'ondelette continue en passant par l'ondelette discrète, qu'on appelle donc diadique, multirésolution, parce que c'est des puissances de 2. On est passé de l'ondelette continue à une ondelette discrète qui n'emploie que 2 filtres, suivis donc d'un sous-échantillonnage. On a ramené tout le traitement qu'on faisait tout à l'heure. Tout à l'heure, on était obligé de translater, de traiter point par point. La translation, vous l'aurez parce qu'on analyse tout le signal. Donc, mais on a ramené surtout ça que vous avez ici, l'analyse avec plusieurs tailles de fenêtres, à l'analyse avec uniquement 2 filtres, suivi d'un sous-échantillonnage. Alors, pour que ce soit, je suis obligée de passer à la reconstruction, on va voir un exemple concret. Maintenant, n'oubliez pas que qui dit décomposition, moi je dois pouvoir faire le chemin inverse, je dois pouvoir revenir de là à là. Il faut que je puisse démarrer d'une décomposition vers le signal original. Comme on le faisait avec les bandes de filtres, je faisais la décomposition, ensuite la reconstruction. Je dois pouvoir refaire le chemin inverse. Tout comme je peux faire transformer la TF, je fais la TF moins 1, je fais l'ondelette continue, je fais l'ondelette moins 1. Pareil ici, je dois pouvoir retrouver mon signal original. Alors, comment que ça va se faire? Ça va se faire en faisant tout simplement le chemin inverse. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Avant de vous l'introduire, pour faire le chemin inverse, qu'est-ce qu'il faut? Donc, je dois faire dans ce sens. Donc, si je récupère A1 plus 2, D1 plus 2, qu'est-ce que je dois faire? Je leur fais l'inverse de ça. C'est quoi l'inverse de ça? C'est une interpolation. Je les fais passer par les bons filtres. Ce n'est pas forcément H0, donc ce sera F0, H1. Si je fais une interpolation F0, F1, et ici, ça s'est découpé, ici, c'était une division, donc je fais une addition ici. Ensuite, je reviens. Je prends DI plus 1. DI plus 1 ne vient pas d'ici. Je prends DI plus 1, je fais une interpolation. Et je le fais passer par F0 et par F1. Et je les additionne. Je devrais trouver AI. Il me reste maintenant DI. Il me manquait le DI ici. DI, je fais la même chose. Je fais une interpolation. Et j'applique le filtre F0 de reconstruction et le filtre F1 de reconstruction. Et j'additionne. Je devrais trouver X. Regardez le schéma que je viens de faire ici. C'est ce que je vais directement, c'est exactement ce que je vais mettre là. Voilà la reconstruction, parce que la reconstruction, c'est l'inverse de la décomposition. Regardez, on démarre, on fait l'inverse, c'est-à-dire, je vais le remettre ici. On peut le voir aussi à travers le schéma. Moi, si je veux retrouver ce passe, ça, maintenant je fais le chemin dans ce sens. Si je veux retrouver ça, qu'est-ce que je dois faire? Le passe bas et le passe haut me donnent ce passe bas. Le passe bas, AI plus 2. Donc, si vous considérez que ça, c'est l'échelle 0, ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3. Donc, je suis ici. Pour retrouver ça, à un niveau 2, donc, en fait, je ne vous ai pas mis tous les… Bon, j'ai mis AI plus 2, ça ne veut pas dire que c'est le 3e niveau. Qu'importe. Si je veux retrouver ce niveau, c'est celui-là plus celui-là, c'est le niveau d'avant. C'est celui-là plus celui-là me donne ça. C'est ce que j'ai ici. AI plus 2, DI plus 2 me donne quoi? AI plus 1. Me donne quoi? Il ne me donne pas DI plus 1, il me donne le passe-bas. Toujours. Donc ici, AI plus 2 suivi d'une interpolation. Interpolation, j'applique le filtre de reconstruction, j'additionne, je retrouve quoi? AI. Pourquoi on écrit ici D pour détail? Le D, c'est pour détail. Et le A pour dire c'est une approximation. Et je vais vous dire pourquoi c'est une approximation. Parce que quand vous appliquez un filtre passe-bas, vous retrouvez la même forme du signal. Donc, elle approxime le signal. Ici, c'est les détails. Je reprends ici. Passe-bas, plus passe-haut me donne passe-bas. Si je veux récupérer celui-là, qu'est-ce que je fais? Je prends le passe-bas que je viens de trouver, je lui rajoute passe-haut. Le passe-bas que je viens de trouver, je lui rajoute, il n'y a aucun lien ici. Je lui rajoute le passe-haut. Et ainsi de suite. Je vais faire ma reconstruction, c'est-à-dire, si je veux ici, par exemple, récupérer, ça c'est le niveau 3.
Si je veux le niveau 2, je vais sommer ces deux-là, plus le niveau, celui-là, je retrouve le 2. Ainsi de suite. Si je veux, donc ça plus ça, donc j'ai ça, c'est le niveau passe bas, niveau 2. Avec passe haut, niveau 2. Si je les somme maintenant, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le passe bas, niveau 1. Et j'ai ici le passe haut, niveau 1. Si je les somme cette fois-ci, je vais retrouver ma bande totale originale. Alors, bien sûr, comme tout à l'heure, c'est un produit de convolution. Qui dit produit de convolution dit, c'est la somme de quoi? Je garde un signal, je prends l'autre, je l'inverse. La définition, pardon, je vais juste fermer cette fenêtre. La définition du produit de convolution. Qui dit produit de convolution dit garder un signal, inverser l'autre. Le voici, il est inversé, pardon. Je garde un signal, j'inverse, voilà l'inversion moins K, et ça, c'est votre décalage. Ça, c'est la définition du produit de convolution. Mais je le fais avec quoi? Je le fais pour le passe bas et le passe haut. Donc, il faut que je trouve ici une addition. Ce que je vous ai mis ici, c'est ce que vous avez là, donc c'est après l'interpolation. Donc, une fois que vous avez interpolé, vous appliquez vos filtres. Ici, si j'appelle ça, si j'écris A'I plus 1, A'I A'I, regardez ici, A'I plus 1, je vais mettre N ici, Z plutôt. Ça, c'est un produit de convolution, c'est un produit des fonctions de transfert. En temps, c'est un produit de convolution. Donc, AIN, qu'est-ce qu'il vaut? AI plus 1, N. Si je le convolue avec F0 de N, je vais trouver AIN. Enfin, non, je dois lui additionner parce que je vois ici AIN, qu'est-ce que c'est? C'est la somme. Donc, attendez, je vais l'enlever d'ici. Donc, AI, qu'est-ce que c'est? C'est ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, c'est un produit de convolution. Donc, c'est AIN plus 1 que je convolue avec F0, plus celui-là que je convolue avec ça, plus B' I plus 1N que je convolue avec F1 de N. C'est bien ce que j'ai ici. Ça, c'est l'expression d'un produit de convolution. Produit de convolution, on doit écrire somme et on doit prendre un signal, on doit l'inverser et le décaler et l'autre le laisser tel quel. Donc, c'est exactement ce que vous avez ici. Alors, il ne reste pas grand-chose pour arriver au calcul. Maintenant, qui dit reconstruction, je souhaite que ma reconstruction soit parfaite. Pour avoir une reconstruction parfaite, on avait vu la dernière fois qu'on avait à notre disposition plusieurs types de filtres. On avait les filtres QMF, quadrature mirror filter, et les CQF, conjugate quadrature filter. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient comme avantage ces filtres? Rappelez-vous, on avait dit que le terme quadrature était fait, que ça se coupait, ici j'avais un effet miroir, ça se coupait à FE sur 4. Et pourquoi quadrature? C'est parce que lorsque vous prenez le module du premier filtre et plus le module du deuxième, vous allez trouver 2. On dit aussi que ce sont des filtres orthogonaux. Orthogonaux parce que si vous prenez celui-là, vous multipliez par le conjugué de l'autre et vous faites la somme, vous allez trouver 0. D'accord? Et vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez le conjugué, venez que j'avais un moins Z, il faudrait reprendre le cours des filtres multicadences parce qu'on avait H